J'ai bien fêté l'amour hier, puisque c'était le 14 février 2024, la fête de la Saint-Valentin. En tout cas, on vous souhaite de partager l'amour et toujours vivre l'amour tout au long de l'année, parce que l'amour ne s'exprime pas qu'en un seul jour de l'année. Madame, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis d'être avec vous. Alors, aujourd'hui, nous partons dans l'univers d'un monsieur qui évolue dans la photographie depuis des années. Vous connaissez ce monsieur-là à travers notamment les médias, à travers surtout pour les journalistes reporters sur le terrain, Paparazzi. Donc c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est son surnom, sur Allah, pour nous partager son expérience en photographie, parce qu'il organise également une formation en photographie au profit des jeunes qui aimeraient s'initier dans ce métier. On en parlera donc dans cette émission. S'il y a bien un domaine aussi qui fait parler de lui, il s'agit donc du domaine de l'exploitation artisanale des sites minières. Donc les artisans miniers, eux, réclament donc des autorités, plus de protection, qu'on les laisse exploiter mieux ces sites d'or. Et aujourd'hui, la difficulté aussi, c'est la situation sécuritaire. On interdit pas mal de choses justement aux artisans miniers. On en parlera ici sur ce plateau avec les acteurs voilà, de l'exploitation artisanale de l'or. Ça sera tout à l'heure dans la rubrique invité du jour. Madame, Messieurs, merci de nous renouveler votre fidélité. Merci d'être avec nous ce jeudi pour l'aventure du jour. Nous démarrons l'aventure en partant à la découverte des pics de Sendou, puisque c'est ce site qui nous accueille pour la rubrique à la découverte 2. Alors on y va pour à la découverte de les pics de Sendou. Nous y sommes d'ailleurs confortablement installés, et cette semaine, vous le savez, le guide qui nous accompagne, c'est monsieur Tiemoko Ouattara, qui nous amène à la découverte des pics de Sendou. Rappelons que ces pics-là sont situés dans ce village, c'est une fois appelé Sendou, et ces pics de Sendou servaient donc de lieu de refuge des villageois qui se protégeaient des incursions ennemies, qui se repliaient là-bas pour mieux se protéger. Les pics de Sendou constituent aussi un site d'initiation aux jeunes garçons qui s'initiaient pour notamment être des masques s'il nous faut plus tard. On va découvrir encore les pics de Sendou ensemble cette semaine, et nous partons toujours à la découverte avec notre guide touristique du côté des pics de Sendou. On se laisse guider, on écoute attentivement et on revient pour la suite. Voilà, ces pics de Sendou contribuent aussi au rayonnement du tourisme de Burkina Faso, où peuvent être organisées plusieurs formes de tourisme, telles que les villégiatures, points de départ pour les randonnées et les touristes énergétiques. Par an, vous pouvez accueillir par an combien de visiteurs par an? Et maintenant, avec la situation sécuritaire, c'est difficile, mais bien avant, on pouvait avoir 30 000 visiteurs par an. Il y avait de l'affluence. Mais maintenant, on peut passer des mois sans avoir des visiteurs. Un mois sans qu'il y ait un seul? Oui, un seul visiteur, surtout au mois du Covid. Là, parce que le Covid même est venu tout gâter encore. Ouais. Mais qui sont ceux qui viennent plus visiter? Actuellement, ceux qui viennent visiter le plus, c'est les nationaux. Donc il faudra faire quelque chose pour le tourisme interne. Bon, je peux dire que c'est après le passage du ministre Sango qu'il y a eu un peu d'affluence. Les gens ont eu le courage de venir, sinon avant, il n'y avait même pas de visiteurs. Ouais. Mais dès qu'il a fait le tour, voilà, ça a repris un peu avec les nationaux. Ouais. Mais quelles sont vos difficultés ici? Nos difficultés sont énormes. Bon. Premièrement, j'allais dire que, par exemple, là où on était, sous les hangars, donc il n'y a pas d'abri. Pourtant, s'il y a l'affluence, on peut avoir un groupe de 300 personnes souvent. Oui. Parce qu'il y a des groupes scolaires qui viennent pour visiter. Et si c'est pendant la saison pluvieuse, il n'y a pas d'abri. Il n'y a pas d'abri. Donc nous demandons si vous pouvez faire quelque chose pour nous, pour que les gens puissent s'abriter, être à l'ombre au moins, avant d'entamer la visite. Voilà. Et la voie aussi au niveau de l'entrée officielle, il y a beaucoup de camions qui s'embourbent. Voilà, beaucoup de véhicules qui s'embourbent là, pendant la saison pluvieuse. Donc si on pouvait faire quelque chose aussi pour faciliter l'accès, ça serait mieux. Ouais. Et la visite, c'est combien? La visite, ça fait 500 par personne les nationaux et 1000
pour les expatriés. La revue de presse aujourd'hui avec Alphonse Ouedraogo. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Kéma, bonjour à toutes et à tous. Nous débutons par l'Observateur. Tout à fait. Le plus vieux quotidien privé de la place, l'Observateur Palga, qui nous affiche ce matin approvisionnement en électricité, des mesures pour parer à d'éventuels déficits. Reboisement compensatoire, la Sonabel montre la voie à suivre. C'est un autre titre donc du journal. Formation des sages-femmes d'État, infirmières. Sainte-Edwige accouche de 399 VDP de la santé, écrit le journal L'Observateur Palga, qui poursuit SN Sosiko. Pourquoi l'État ne pouvait pas encore nommer un DG? Donc, c'est-à-dire à la page 4 du journal Ouagadougou, Tas enlevé vers une destination inconnue, écrit le journal. Développement du football, la légende brésilienne Roberto Carlos en terre burkinabé, nous informe l'Observateur Palga. Le journal Le Pays nous apprend ce matin Saint-Valentin à Ouagadougou, l'engouement n'était pas au rendez-vous, morosité oblige, c'est-à-dire à la page 2 du journal. Le journal Le Pays, dans sa rubrique Révélation, nous apprend Combisserie, donnée pour morte, une dame se réveille pendant la toilette mortuaire. Gestion du fonds de soutien patriotique, un nouveau décret pour plus de transparence. Conseil des ministres, Caisse de dépôt et d'investissement, Serge Auguste Bayala nommé nouveau directeur général. Pour profil du futur sélectionneur des étalons, ce qu'en pense des Burkinabés, c'est-à-dire à la page 9 du journal. Dans sa rubrique Au coin du palais, le journal écrit à la barre pour cambriolage de station-service. Dans sa rubrique Actu Foot, le journal écrit Côte d'Ivoire, Emes Faye révèle un gros indice sur son avenir. Passons avec le journal La Cohésion. Le journal La Cohésion nous apprend ce matin lutte contre la corruption, le capitaine Ibé au pied du mur. Toujours dans ce quotidien, on peut lire 15 février 1885, première communication téléphonique sans fil. Visite de Roberto Carlos au Burkina Faso. Les projets que nous avons pour le football, ce sont des projets très positifs. Le compte rendu du Conseil des ministres est établi également dans ce journal à la page 12 et 14. Toujours dans ce journal, on peut lire Centre Nord, l'armée neutralise des terroristes. C'est établi à la page 2 du journal. ALT, des officiers stagiaires de l'intendance militaire en immersion. Le journal Aujourd'hui au Faso écrit ce matin Conseil des ministres, 11,5 milliards de subventions à la Sofitex en 2024. Toujours sur le même sujet, le journal écrit 325 francs CFA le kilogramme, premier choix du coton. Le coton, deuxième choix, c'est à 300 francs le kilogramme. L'Onabé Yatenga, plus de 100 millions de francs CFA dans les poches de 4 parieurs, écrit le journal Aujourd'hui au Faso. Sénégal, 2 fers pour désamorcer la bombe sociale, nous informe le journal Aujourd'hui au Faso. Production industrielle du riz et du blé, le Premier ministre échange avec les acteurs économiques. Conseil des ministres, Balibi Serge Auguste Bayala, nommé directeur général de la Caisse de dépôt et d'investissement. Nouveau organigramme à la SELC, c'est-à-dire également dans le compte rendu du Conseil des ministres. Le fonds de soutien patriotique intégré dans la loi de finances, toujours dans le Conseil des ministres. Justice, journée sans avocat ce jeudi dans les palais de justice, écrit le journal. Ghana, 13 ministres et 10 vice-ministres limogés par Nana Akufo-Addo, nous informe le journal. Merci bien Alphonse pour la lecture de ces différents titres. Et voilà, nous débutons par l'arrêt du travail donc, des avocats burkinabés. La raison, Alphonse, c'est laquelle? Alors, la raison, il faut s'en tenir donc au communiqué qui a été donc publié par le Conseil du barreau burkinabé. Dans ce communiqué, on a pu lire le communiqué qui a été publié le 9 février dernier, que les avocats burkinabés allaient donc observer un arrêt de travail d'une journée dans tous les tribunaux au Burkina Faso, ce qui veut dire qu'aujourd'hui,
Il n'y aura donc pas d'assistance des clients. Les avocats donc observent un arrêt de travail. Et la raison, on connaît, c'est compte tenu du fait que leur collègue, Maître Gervais Kam, a été donc enlevé, ou du moins arrêté depuis quelques temps. On n'a donc pas de ces nouvelles. Tout le monde se demande il est où, que ce soit donc ses proches ou ses collègues avocats. Non, jusqu'à présent, pas de nouvelles de Maître Gervais Kam, un acteur bien connu. On se rappelle aussi que il était du ballet citoyen. Après, il a quitté, il a créé son mouvement Sens, un mouvement politique, disons. Et je crois que depuis ce temps-là, c'est quelqu'un qui donne donc des interviews, qui se prononce sur l'actualité. Mais comme il n'y a pas encore d'informations officielles du côté donc des autorités, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est donc reproché à Maître Gervais Kam, comme tant d'autres d'ailleurs qui ont été pris. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas des informations. Donc je pense que c'est pour que les uns et les autres soient situés, que les avocats observent donc cet arrêt de travail-là pour demander la libération de leurs collègues. Et je dirais, et tant mieux, parce qu'eux au moins, ils ont une corporation qui se soucie d'eux, qui peut se prononcer. Mais il y a des milliers aussi, il y a beaucoup de gens aussi qui ont déjà été enlevés. On n'a pas eu donc des réactions comme de ce genre. Mais tout ce qu'on peut dire est que leur appel soit vraiment entendu. Et parlant toujours d'enlèvement, on apprend aussi que Tas a été enlevé vers une destination inconnue, comme le dit aujourd'hui l'Obs. Oui, Tas, il faut dire que c'est Tassere Sawadogo. C'est un commissaire donc à la CENI. Il y est depuis quelques temps. C'est aussi un homme politique parce que c'est un militant de l'ADF-RDA. Donc c'est aussi un leader au niveau de la société civile bien connu. Il est donc de Yatenga. Rappelez-vous que récemment, il y a eu donc cette manifestation qui a débordé au niveau donc de la ville de Waïbia. Et depuis cette manifestation, quelques personnes sont donc arrêtées. D'autres ont même été amenées sur la formation, entre guillemets, comme les VDP, avant donc d'être retournés. Mais il y a aussi certaines personnes qui sont arrêtées aujourd'hui, qui attendent d'être jugées certainement. Est-ce que c'est en lien avec cette manifestation qu'il a été donc enlevé? On ne sait pas. Mais une certaine voit en cela comme un travail minutieux qui est fait par les autorités pour connaître toutes les connexions qu'il y a eu lors de cette manifestation, parce que d'aucuns pensent que les gens sont sortis. Il y a une main politique derrière. Vrai ou faux, on ne sait pas, mais faisons quand même confiance aux autorités qui ont certainement des informations que nous n'en avons pas. Mais ce qui est important ici, il faut communiquer. Il faut communiquer parce qu'il se dit aussi qu'il y a d'autres hommes politiques de la même province qui seront donc enlevés dans les jours à venir. Vrai ou faux, c'est ce qui nous revient. Moi, je pense que ce qui est important ici, c'est la communication. S'il est vrai que ces personnes-là sont arrêtées parce qu'ils ont eu des contacts avec ce qui s'est passé, quand on sait que cette marche dans la ville de Waïbia a donc débouché sur des saccages au niveau de la RTV Nord, au niveau sur la voie publique, il y a eu des dégâts. Si en tout cas c'est en lien avec cela, il est important de communiquer pour éviter que les gens commencent donc à spéculer. Je pense que par moment, il faut parler à la population. C'est très important. Parlons maintenant football. La légende Roberto Carlos séjourne à Ouaga depuis hier. Oui, c'est une star, la star brésilienne. C'est un ancien madrilène. Il a joué donc au Real de Madrid. Tout le monde le connaît pour ses frappes ciblées, inarrêtables. Donc c'est un gaucher hors pair. Donc c'est un joueur, en tout cas que les
plus jeunes n'ont pas vu jouer, mais regardant sur le net, on a pu constater qu'il a marqué son temps. C'est cette star qui séjourne depuis hier à Ouagadougou. Elle a été accueillie avec donc, la présence des supporters du Real de Madrid, avec la présence des autorités. Je pense que cette star brésilienne a été accueillie comme il se doit. Et ses premiers mots, il a laissé entendre que il a choisi de venir au Burkina parce qu'il croit que le football burkinabé doit aller loin, doit se développer, et il a des ambitions pour le football burkinabé. Un journaliste, un confrère lui a posé donc la question, le Burkina Faso qui n'a pas de stade homologué aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en pense? Il a répondu à cette question en disant, le Burkina Faso en aura un stade, sinon plusieurs. Donc je pense que il porte un projet porteur pour le Burkina Faso. Et j'ai pu entendre aussi l'ex-international burkinabé Charles Kaboré qui dit qu'avec lui, en tout cas, il compte aider les jeunes à pouvoir connaître l'Europe, parce que c'est ça aussi le football. Si on a des jeunes qui sont dans le centre de formation, qui ont cette possibilité d'aller en Europe, d'aller dans d'autres contrées, se former dans les centres de formation, je pense que c'est ça qui peut développer notre football. Il ne suffit pas seulement de rester au Burkina, mais quand on prend un pays comme le Brésil, qui produit toujours des joueurs excellents, je pense qu'on peut vraiment commencer à copier aussi ce qui se passe ailleurs. Et avec l'arrivée de Roberto Carlos, je pense que plusieurs projets seront donc seront discutés. Il va vraiment partager son expérience avec le Burkina Faso et aider le Burkina Faso à développer donc son football. Est-ce que c'est une visite qui va faire oublier un peu notre débâcle à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire? En tout cas, une certaine langue voit en cela comme du saupoudrage, entre guillemets, parce que 2 jours depuis notre débâcle à cette CAN, les critiques fusent de partout. Et avec cette arrivée-là de Roberto Carlos, ça va un peu calmer les ardeurs. Donc, pour certaines personnes, c'est sciemment organisé pour qu'on oublie un tant soit peu ce qu'on a pu subir comme échec des étalons au niveau donc, de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. L'un dans l'autre, l'essentiel, c'est de revenir sur terre. C'est vrai, cette visite va passer, mais le plus important est que l'on ait un bilan et que l'on tire les leçons pour que les matchs à venir, les compétitions à venir, que nous soyons vraiment au rendez-vous. Donc, si c'est vraiment une visite, comme je venais de souligner les raisons fondamentales, parce qu'il y aura des activités auxquelles il prendra part. Donc, après tout cela, on pourrait donc faire un bilan de son arrivée, de son séjour au Burkina. Et après tout cela, on reviendra vraiment sur nos réalités. Voilà, parce que quand on aime les étalons, on ne peut pas manquer de commentaires pour que ça puisse donc améliorer. Tant mieux. Merci bien, Alphonse. Et si Roberto Carlos peut déjà nous aider à avoir de bons stades, c'est déjà merveilleux. Et puis voilà, j'espère que, comme il a dit, ces projets-là vont aboutir. On reste ensemble et maintenant on va parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est la météo. Nous recevons aujourd'hui M. Abbas Dera. Il est le secrétaire général de la FAMAB, la Fédération des associations des miniers artisanaux du Burkina. Bonjour Monsieur Bonjour Dera. Madame. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes venu accompagné de M. Amidou Kindo, chargé des relations extérieures de la Fédération des associations des miniers artisanaux du Burkina. Bonjour M. Kindo. Bonjour Madame. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Déjà, qu'est-ce qui a motivé la création de la FAMAB, M. Dera? Ok. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette fédération? Merci beaucoup Madame. On va remercier votre média pour l'occasion que vous nous avez offerte ce matin de se prononcer sur la vie de notre structure en commençant par sa création. Il faut dire que depuis 2014, en tout cas, les artisans miniers ont créé plusieurs structures
pour coordonner leurs actions et être encore plus opérationnels sur le terrain. Mais en tout cas, elles sont nombreuses, des structures féminines, en tout cas avec des compétences diverses. On a estimé qu'il était intéressant qu'on puisse avoir un seul interlocuteur qui va coordonner les actions avec l'État en termes de plaidoyer et voir est-ce qu'il est possible en tout cas qu'on puisse se retrouver quotidiennement pour discuter de nos priorités. Donc, voici ce qui a motivé la création de la fédération en juillet 2022, donc, qui a démarré avec une quinzaine de structures. Actuellement, nous sommes à 20 structures qui militent, en tout cas, qui sont membres de la fédération. Donc il y avait d'autres associations qui sont venues s'ajouter pour former la fédération. Effectivement, puisque dans les textes, on a fait cette ouverture-là. Il y a les membres fondateurs et les membres qui peuvent venir adhérer, en tout cas avec les conditions prévues dans les statuts et règlements. Je pense qu'en tout cas, c'est sur le bon chemin. Au moins 5 structures se sont affiliées. Donc on a autour d'une vingtaine de structures des artisans miniers actuellement qui répondent aux notes de la FOMAB. Monsieur Kindo, et qui sont ceux qui sont à l'intérieur de cette fédération? Quel profil en fait Ok. Merci bien madame. Voilà, c'est comme l'avait présenté le secrétaire général de la fédération. Bon, si j'ai bel et bien compris votre question, je crois que, en tout cas, la fédération c'est organisée par une vingtaine d'associations différentes. Et puis ces associations voilà, étaient dirigées voilà, par des présidents et puis des créateurs. Donc la fédération en tant que telle, ça a été constitué d'une vingtaine d'associations possédant chacune un récépissé valable au niveau du ministère. Maintenant, quand on parle d'artisans miniers, c'est qui en fait? Ceux qui travaillent sur le terrain au niveau des sites, ou bien c'est ceux qui achètent? C'est qui? Oui, merci bien de nouveau. Si on parle de l'artisanat minier, donc communément c'est appelé orpaillage. Orpaillage. Voilà. Mais si on dit artisan minier, donc il n'y a pas de distinction. Donc on est acheteur, on crée les trous, on achète, il y en a qui achètent des minerais, il y en a qui achètent ce qu'on a lavé, les rigidis, tout ça. Nous, on a globalisé ça d'une manière générale en appelant communément orpaillage et de nos jours, c'est devenu artisan minier. Voilà. Monsieur Dera, oui. Il y a plusieurs casquettes quand on prend les artisans miniers. Oui. Il y a ceux qui sont là, qui sont quand même des... C'est toute une composante. Vous avez les exploitants eux-mêmes, c'est ceux qui ont des galeries, qui exploitent les trous. Vous avez les collecteurs, voilà, ce sont des termes en tout cas utilisés généralement par notre ministère de tutelle, qui sont là pour payer leurs produits. Vous avez des fournisseurs de services qui sont sur les sites, c'est des meuniers, en tout cas c'est des activités diverses qui appuient les artisans miniers sur place. Donc vous avez en tout cas plusieurs catégories, des métiers de la vie qui se retrouvent là-bas pour appuyer les artisans miniers à pouvoir faire leur travail convenablement. Donc c'est tout cet ensemble-là qu'on appelle artisans miniers sans distinction. Donc c'est cet ensemble-là qui opère sur les sites miniers artisanaux et qui arrive vraiment à faire quelque chose. On dit que au niveau des sites miniers artisanaux, c'est carrément une autre vie. Hein. On a les orpailleurs, on a aussi des commerçants qui constituent en fait la localité, qui sont là avec vous régulièrement. Oui, c'est juste parce que, mais c'est pas aussi extraterrestre que ça. Hein. Voilà. C'est ce qu'on retrouve. Voilà, il faut dire que les choses sont en fonction même du milieu. Parce que vous avez la base, la zone d'extraction, où c'est le minerai qui sort. Vous avez la base vie, où les artisans miniers vivent, qui est généralement combinée avec les zones de traitement. Les zones de traitement, on a besoin de beaucoup de choses. Ah oui, on va parler des difficultés, ça c'est sûr. On a besoin de beaucoup de choses.
à payer pour vraiment aider le travail, les marteaux. En tout cas, c'est des humains, il faut vivre, on a besoin d'habits. Donc tous ces métiers-là se retrouvent, on a des coiffeurs. Donc en même temps, les vendeurs viennent... Les vendeurs viennent s'installer, donc c'est comme ça en tout cas les artisans miniers travaillent. Donc c'est à l'image de la vie même, c'est la vie en ville qui s'est déportée là-bas. Sur les sites miniers artisanaux. Voilà. Il faut le rappeler, sites miniers artisanaux, parce qu'on a l'exploitation minière industrielle avec des sites miniers. Comment vous avez accueilli aussi la création de l'usine de raffinerie d'or? Oui, nous l'avons accueilli avec en tout cas beaucoup d'enthousiasme. On est très heureux que vraiment notre pays... Est-ce que ça va vous arranger? Oui, pourquoi pas. On ne peut pas balayer d'office, mais je pense que en tout cas il y a des préalables qu'on devrait gérer. En tout cas avec les artisans miniers, parce que ça concerne beaucoup les collecteurs, ceux qui payent l'or. C'est eux, en tout cas ça concerne plus, mais bon, au même moment c'est pour tout le monde. Donc on serait heureux que notre or soit raffiné ici, mais en tout cas on pense qu'il y a un travail préalable qui doit être fait, pour que cela soit fait dans l'intérêt de tous, les artisans miniers eux aussi, et l'État burkinabé. Monsieur Kindo, Oui. on parle d'exploitation minière artisanale, il faut le rappeler. Oui. Quels sont les problèmes très souvent que vous rencontrez, que vous avez sur le terrain? Ok. Merci bien, madame, de nouveau. En tout cas, c'est une question qui commande beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de problèmes. Voilà, il y a beaucoup de problèmes. Bon. Donc, premièrement, les sociétés minières. Donc, si je rentre là-bas, c'est trop fort, mais quand même, on doit rentrer, puisque j'ai même fait le témoignage de plusieurs déguerpissements dans la province des Balais, et plus précisément dans le département de Baksé. En 2015, Primo, Secondo en 2018 et Tierno en 2023, tout récemment. Donc, nous aussi, on n'a pas les moyens, on n'a pas le choix. On était obligé de déguerpir même si ça ne nous plaît pas. Donc ça, c'est la préoccupation majeure, c'est la difficulté majeure. Il y a toujours un problème, une concurrence. Il y a toujours un problème avec quand une société minière veut s'installer là où vous exploitez. Effectivement. Et très souvent, c'est vous qui arrivez avant. Oui, effectivement, c'est ça. Vous-même, vous avez répondu à notre question vous-même. Je n'ai jamais constaté la présence d'une société minière dans une telle localité, et puis les orpailleurs viennent après. Non, des fois, ce sont les artisans miniers qui sont premièrement installés, et puis les sociétés minières viennent les dégager. Mais après, les sociétés ont les autorisations aussi des autorités, ils ne viennent pas s'installer comme ça. Oui, effectivement, ça, je vais rentrer un peu en profondeur ou bien dans ça. C'est qu'il y a un problème au niveau du secteur ministériel concernant notre ministère de tutelle. Même si les orpailleurs n'aiment pas les documents, n'aiment pas les papiers, il y a une difficulté, il y a une lenteur d'établissement des documents pour les artisans miniers. Voilà, c'est ça qui cause souvent cette situation. Des fois, nous, on peut demander, on peut faire un dépôt d'une demande d'avoir un AIA ou bien une autorisation, c'est même mécanisé. Et ça peut prendre le temps, ça peut durer. Et alors que si les sociétés minières viennent avec ces documents, je ne suis pas dans le domaine, mais je pense qu'ils sont très considérés plus que les artisans miniers. Et alors que, je peux ajouter quelque chose, nous sommes très connus sur le terrain, mais sur les documents, la base légale, on n'est pas très reconnus. Donc c'est une difficulté. C'est une difficulté. Il a dit qu'il y a beaucoup de difficultés, mais il a souligné déjà le problème avec les sociétés minières organisées qui viennent avec carrément pour s'installer pour l'exploitation durant souvent des années. Et parlant des difficultés des artisans miniers, je pense que c'est le problème phare. Les déguerpissements des artisans miniers au profit des sociétés industrielles. Le problème existe, il est un peu uniforme à toutes les zones minières de Burkina. Vous avez le cas de Houndé, où les sites de Houndé ont été déguerpis. Yabiro a été déguerpi courant 2015.
Kari a été déguerpi, Boyeri a été déguerpi, Dohou a été déguerpi. C'est des artisans miniers qui sont déguerpis, qui perdent leur emploi, qui ne savent pas à quel sens se vouer, qui sont contraints de partir et laisser tout derrière. Bon, sans qu'on puisse penser effectivement à comment les réinsérer effectivement dans la vie là, pour que les activités puissent continuer. Quand les gens parlent de documents, oui, mais quand on lit le code minier, la détention d'un document administratif par un artisan minier n'empêche pas qu'il quitte un lieu au profit des sociétés industrielles. Donc je pense que c'est un problème qui est posé. Ce n'est pas Oundé seulement, ce n'est pas Bourmou seulement, puisque ça se réfère au code minier. Les gens agissent en fonction du code. C'est la loi qui dit de faire ça. Bon, on va le faire. Mais je pense que nous faisons ces observations-là pour que les gens voient ensemble est-ce qu'ils peuvent vraiment trouver une solution à ce problème-là. Vous avez même la société minière qui existe à Kongoussi, Sabsi, qui a des difficultés avec des artisans miniers. C'est des problèmes pareils. Vous avez à Kunkera, où les artisans miniers se sont soulevés contre une société de recherche là-bas. Donc, c'est un peu partout dans le pays. Oui, monsieur Béra, on voit qu'en fait, ce problème-là, ça existe un peu partout. Hein. Quand une société vient s'installer, souvent même quand la société est installée, il y a toujours des querelles. Souvent, on arrive même à des échauffourées. On en a vu, hein, des manifestations et tout. Maintenant, le problème, c'est que très souvent, les artisans miniers n'ont pas l'autorisation d'exploiter. N'ont pas forcément l'autorisation. Ou sinon, même, il y a des sites aussi qui sont interdits d'exploitation. On retrouve ces artisans miniers. Donc, quand vous-même, vous n'avez pas raison, après, est-ce que vous pouvez réclamer qu'on puisse vous laisser exploiter? C'est exact. C'est exact, mais je pense que on doit être un peu relatif sur le sujet. Vous avez le code minier qui dit que 2 permis ne sont pas superposables. C'est-à-dire que lorsqu'un permis est attribué, on ne peut plus permettre, l'État ne peut plus attribuer le même permis là à quelqu'un d'autre, sauf si le premier détenteur donne son avis favorable. Donc vous avez un monsieur qui a un permis de recherche par exemple de 30 km². Il a fait des prospections là-dessus, les artisans miniers sont là-dessus. Même si quelqu'un entreprend des démarches pour avoir une autorisation d'exploitation artisanale ou une autorisation d'exploitation semi-mécanisée ou une convention de gestion du site, la personne ne peut jamais rentrer en possession de ce document si toutefois les détenteurs du premier permis ne donnent pas son avis favorable. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a problème. Parce que le premier régulateur de cette activité doit être l'État. C'est à l'État de dire qui peut s'installer, qui ne peut pas s'installer ici. Il est vrai que les codes miniers, en tout cas, suivent une certaine logique au plan international, mais je pense qu'à ce niveau, c'est l'État qui doit avoir le dernier mot. Donc, il a parlé aussi de la lenteur administrative. On peut déposer, on peut introduire des documents. C'est quel type d'autorisation que vous demandez très souvent à l'autorité? On demande, dans l'exploitation. le plus souvent, on demande des conventions de gestion. Des conventions de gestion. Ça pourrait vous permettre de faire quoi? Et ça permet au promoteur minier de gérer le site sur lequel il est. Okay. Il est le premier responsable de ce site-là. On demande également des autorisations d'exploitation artisanale, des AIA. Voilà. Et très souvent, ça traîne. Ça traîne. Souvent, ça prend du temps. Souvent, il y a des difficultés à délivrer. On demande également des autorisations d'exploitation semi-mécanisée et qui sont un peu, en tout cas, un peu en hauteur. Mais je pense que le titre minier pour les artisans miniers qui est conforme aujourd'hui et que, en tout cas, beaucoup de gens vont se baser, c'est l'AIA, l'autorisation d'exploitation artisanale. Parce que la convention, bon, donc c'est un titre qui a été fait pour sauver une situation, bon, que les gens emploient. Sinon, le code minier reconnaît officiellement l'AIA. Maintenant, la réalité aussi, c'est que votre exploitation au niveau artisanal ne permet pas aussi de bien exploiter, que ce soit en profondeur, ne permet pas de bien exploiter le site. C'est souvent aussi ce qui amène l'État aussi à donner des autorisations à des sites miniers pour... parce que quoi qu'on dise, l'exploitation minière rapporte au pays, rapporte donc au gouvernement ou à l'État si vous voulez. Donc, est-ce que souvent le fait, parce que vous êtes là, c'est vrai, mais vous n'allez pas pouvoir exploiter convenablement toute la superficie. Si on octroie
donc l'espace à une société minière bien organisée, industrialisée et tout, et que ça peut rapporter à l'État, est-ce que souvent aussi la recherche de gain là ne fait pas qu'on se dit, bon, vaut mieux autoriser l'exploitation par une société? Monsieur Kindo, vous voulez répondre? Ok, parce que souvent aussi, vous n'avez pas les moyens de pouvoir être là et pouvoir recueillir tout l'or. C'est ça. Ok, bon. Mais c'est bel et bien noté, c'est bien saisi. Mais il faut noter aussi que l'artisan minier, en tout cas, ça développe toute l'étendue du territoire national, plus que les sociétés minières. Mais il y a une parole sur oui, pour vous, vous permettez plus le développement de la localité et par rapport aux sociétés. Par rapport aux sociétés minières. Mais si on dit ça... Pourquoi vous dites justement, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Effectivement. Pourquoi? Parce que en revoyant le recours aux artisans miniers, par an, au moins il y a 20 sites qui fonctionnent. Si nous allons parler même, c'est l'air d'achat même des moteurs puis des véhicules. Donc, l'air somme d'établissement des catégories, n'en parlons pas des parcelles, autres constructions, c'est beaucoup. Mais ce que le gouvernement voit et ne considère pas comme les sociétés minières, c'est que nous n'avons pas un prix fixe ou un montant fixe que vous reversez à l'État. C'est ça aussi. Voilà, vous n'avez pas un pourcentage que vous donnez. Effectivement, des fois ils parlent de fraude de l'or, bon, alors que c'est l'artisan minier, le travail de l'or là, l'orpaillage, on peut dire que c'est un travail génial. Pourquoi il dit cela? Parce que tu peux rentrer dans le secteur là, une semaine, tu es devenu un millionnaire. Et mais puis, ça vous profite à vous, M. Kindo. Est-ce que moi je bénéficie? Oui, effectivement, je vois. Moi, en tant que le mineur dans le gain du minerai ou bien de l'or, moi, au moins, si je dis que j'ai déjà payé 3 motos, je pense qu'au ministère terrestre et maritime, en tout cas, j'ai versé quelque chose là. Voilà. Donc, ça aussi, ça joue un rôle très important dans le développement socio-économique du Burkina Faso. M. Kindo nous explique que les artisans miniers contribuent aussi au développement du pays. Oui. Je pense que de la pratique, les sociétés industrielles ne sont pas fortement opposées à votre exploitation. notre exploitation. Okay. Mais je pense qu'elles doivent s'accommoder. Ça veut dire que vous pouvez être sur le même un peu sur le même terrain, mais je pense que le tout, c'est le préalable. S'il y a un préalable clairement défini, parce qu'on a vu, je pense que le code minier malien l'a prévu, où on définit des zones d'exploitation artisanale pour les artisans miniers, des couloirs d'orpaillage. Je pense que... Et en ce moment, il n'y a pas de société minière à côté du tout. Oui, elle peut être à côté. Parce qu'après, c'est des trous que vous creusez. Elle peut être à côté, mais on vous a défini une zone. C'est déjà un préalable qui permet à l'État d'encadrer effectivement le travail. Puisque en ce moment, les artisans miniers ne peuvent pas aller au-delà. Je profite de l'occasion pour saluer l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse, qui a été l'une des premières structures au Burkina ici à demander des couloirs d'artisans miniers pour les orpailleurs parce que effectivement ils sont déguerpis un peu partout. Et comme ce qu'il vient de dire, il y a un fait qui est réel. Si c'est la mobilisation des ressources au profit des caisses de l'État, c'est indéniable. Les sociétés minières sont en première position. Mais je pense que l'État lui-même a fait une étude en 2017 qui révèle que l'exploitation minière artisanale de l'or au Burkina en 2017 était à 9,5 tonnes d'or. Et l'exploitation industrielle également était à 9,5 tonnes d'or en 2017. C'est l'État même qui le dit. Bon, si des gens travaillent dans des conditions un peu traditionnelles, avec des moyens rudimentaires, ils arrivent à produire 9,5 tonnes d'or. S'ils sont appuyés, encadrés avec des coopératives, c'est combien que
C'est-à-dire que le potentiel des artisans miniers est indéniable. C'est des gens qui font du bon travail. Je termine avec le développement local. L'État est obligé même de prendre des décrets même pour contraindre les sociétés minières même de consommer localement. Mais avec les artisans miniers, c'est naturel. Vous, madame, s'il y a un site minier, vous pouvez venir ouvrir un restaurant, c'est votre restaurant. La consommation est locale. L'artisan minier a 10 millions, il va tout investir dans le pays. Il va se payer des véhicules, il va se payer des motos. La vie économique est animée par les artisans miniers. Oundé, allez-y à Oundé en 2000, dans les années 2000 à Oundé. Et aujourd'hui, Oundé, c'est différent, mais c'est quoi? C'est les efforts que les artisans miniers ont consentis qui animent régulièrement la vie économique de la ville. Donc c'est indéniable, c'est des gens vraiment qu'il faut appuyer, qu'il faut encadrer, qu'il faut encourager. De toute façon, c'est devenu une réalité. Donc, les artisans miniers, on les retrouve un peu partout. C'est ça. Quelqu'un même, important quand même. Quelqu'un dit même que, certains même disent que c'est un travail, leur base est un travail illégal, socialement utile. C'est illégal, mais socialement utile. Mais je pense que l'intérêt même, le but de la légalité même, c'est que ça soit, c'est l'utilité. À quoi c'est la légalité si elle ne recherche pas l'utilité? Donc je pense que si on estime qu'elle est socialement utile, on doit définir toutes les garanties qui puissent encadrer ce travail-là, qui puissent donner de l'avenir à ces acteurs-là, en tout cas pour un développement socio-économique de notre pays. Ce n'est pas forcément opposé. On ne demande pas aux sociétés minières de quitter au profit des artisans miniers parce que c'est pas... Parce que vous ne pouvez pas forcément non, exploiter... on n'a pas la même capacité. C'est ça. Voilà. Bon, on va parler des solutions que vous proposez plus tard, mais on va aborder d'autres problèmes. Monsieur Kindo a parlé de difficultés. Vous rencontrez aussi les problèmes liés à l'insécurité aujourd'hui. L'insécurité fait que vous ne pouvez plus exploiter. Hormis le fait qu'il y a des sociétés minières qui s'installent où il y a souvent des bagarres entre vous. Maintenant, il y a même l'insécurité qui fait que vous ne pouvez plus aller partout. Il y a ces problèmes-là. Vous ne pouvez pas exploiter où vous voulez, en fait, parce qu'il y a des zones où vous ne pouvez plus. C'est fermé. Donc, le gouvernement décide aussi de fermer ces zones-là parce qu'il y a l'insécurité et tout. Donc, c'est pour, en quelque sorte, pour protéger votre vie. Oui. Et merci, madame. Et, en tout cas, l'insécurité, en tout cas, c'est une préoccupation voilà, très majeure. Voilà, qui dure au moins une décennie au Burkina Faso. Donc, l'insécurité, là, c'est ça même qui a mis même en retard même le développement des artisans miniers. Puisque une décennie d'insécurité, bon, je veux dire que ça affecte voilà, tous les secteurs. Ça affecte tous les secteurs. Voilà, mais c'est majeurement l'artisanat minier. Parce que bon, je n'ai pas un document total sur le nombre de sites voilà, fermés, mais au moins je sais que ça vaut, bon, ça vaut un demi, ça dépasse un demi même qui ont été fermés voilà, à cause de l'insécurité. Donc, nous les artisans miniers, nous sommes purement et simplement voilà, contre l'insécurité au Burkina Faso. Mais des fois, on entend des murmures, on entend des paroles qui disent que voilà, que notre secteur là, sur le site là, c'est là-bas que les ennemis tirent profit voilà, de leur gain ou bien ils sont avec nous. Oui, je ne peux pas nier ce que ces gens aussi disent, mais je peux dire que nous ne sommes pas d'accord avec les ennemis. Nous les dédaignons complètement, puisque de un, nous avons perdu beaucoup de sites à cause de l'insécurité. Voilà, de deux, bon, nous avons perdu beaucoup de gens. Voilà, il y a eu des pertes en vie humaine. Voilà, ça veut dire que ça nous a affecté plus que les autres secteurs. Donc, mais si les gens partent de gauche à droite, ça peut être vrai. Mais, bon, notre préoccupation majeure là, nous voulons un encadrement, accompagnement, et puis ce qu'on appelle l'identification. Donc, je reviens un peu sur voilà, l'objectif principal même de la mise en place de la fédération. C'est pour que tous les artisans miniers soient identifiés pour pouvoir lutter contre l'insécurité. Puisque sur le site d'artisans miniers, si vous ne vous voilà, pas tous, voilà, on ne se connaît pas tous. Mais l'objectif même de la fédération, c'est ça.
déjà il y a des structures qui se connaissent et que la fédération est venue pour appuyer ça, voilà, pour que tous les artisans miniers soient identifiés pour faciliter même, voilà, la sécurisation des sites. Voilà, puisque bon, nous voyons que c'est un peu, voilà, s'il y a des infiltrés, s'il y a une nouvelle ligne qui est déclarée, n'importe qui peut venir. Nous, on ne demande pas tu es qui, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais. Mais la mise en place même de la FAMAP, et voici, on a eu la chance que le EG de la FAMAP est présent, c'est d'identifier d'abord les artisans miniers pour faciliter la sécurisation. Et c'est aussi, c'est la racine principale même, voilà, d'être en relation, en dialogue avec l'État en question. Voilà. Alors, Monsieur Dera, c'est vrai que l'insécurité, outre le problème que ça vous ne permet plus d'exploiter comme vous voulez, parce qu'il y a des sites qui sont fermés pour insécurité. Il y a le fait qu'on dit aussi que il y a des ennemis du pays, donc notamment les terroristes qui tirent souvent profit aussi de l'exploitation artisanale des mines. Oui, de prime abord, en tout cas, les artisans miniers subissent le même sort, en tout cas, parlant de conséquences de ce phénomène-là, qui dure dans notre pays, en tout cas, bientôt 10 ans. Mais on prie Dieu et on pense que vraiment, on va arriver à bout de ce phénomène-là et le pays va retrouver sa situation d'antan. Et il y a deux facteurs. Le premier facteur est que les zones d'exploitation artisanale même sont souvent en tout cas, ce sont des zones qui sont attaquées par les groupes armés. On voit là le centre-nord, à partir de Alaga et autres là. On voit dans la zone de Houndé, en juin, ils sont venus sur le site de Dossi, attaquer le site, piller et tuer au moins 10 personnes avant de partir sur le site de Dossi dans le Tuy. L'autre aspect également, l'État lui-même est contraint souvent de prendre des mesures, en tout cas dans le cadre des opérations de sécurisation, pour demander aux artisans miniers de quitter un coin, pour déclarer que la zone est fermée et les artisans miniers sont obligés de partir. Ce qui est bien normal parce que le pays d'abord, avant notre travail. Il faut sauver le pays d'abord avant notre travail. Donc en tout cas, on a en tout cas ces deux facteurs-là. Même récemment, le gouverneur de la région du Centre-Ouest a écrit pour demander aux artisans miniers opérant dans la zone de Kalio de quitter. Effectivement, nous les appelons à quitter parce que c'est des opérations souvent. Donc vous pouvez être des victimes collatérales très facilement. Donc non seulement ils sont attaqués par les groupes armés, et quand la zone aussi est un peu rouge, ils sont obligés de partir. Donc on a beaucoup de sites qui sont fermés à cause de ce phénomène-là. Voilà. Bien sûr. Voilà. On tend vers la fin de notre entretien. On va parler de ce que vous souhaitez que l'État fasse pour vous aujourd'hui. Mais il y a un problème aussi qu'on doit souligner concernant l'utilisation des explosifs aussi par les artisans miniers sur les sites. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est dangereux d'utiliser ces explosifs-là, de stocker souvent, parce qu'on a vu des cas comme ça, de sites miniers enflammés et tout. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Et merci. Je pense que c'est bien clair, comme vous l'avez dit. L'article 75 du Code minier interdit l'utilisation des produits chimiques et les explosifs dans l'exploitation minière artisanale. C'est connu. C'est interdit. Maintenant, la réalité est là. C'est indispensable au travers des artisans miniers. Ça aide vraiment les artisans miniers à faire le travail. Vous allez trouver des roches où si ce n'est pas l'explosif, vous ne pouvez rien faire. Au lieu d'interdire, puisque c'est dans l'interdiction que les gens rentrent dans la clandestinité. Comme l'État est interdit, je vais me casser faire. Dans cette cachette-là, on met la vie de tout le monde en danger. Il se met en danger, on met la vie de tout le monde en danger, comme ce qu'on a vu à Gomdora, avec en tout cas des dizaines de décès. Mais je pense que nous demandons l'État, je pense que c'est en perspective, le code minier sera révisé, que cette réalité-là soit vraiment, on puisse vraiment accommoder le terrain et la théorie, de telle sorte qu'au lieu d'interdire, on puisse permettre d'encadrer. D'encadrer l'utilisation. Si pour l'envoyer, c'est encadré,
Son utilisation, c'est encadré. Les artisans miniers sont identifiés, comme il a dit. On sait qui paye, c'est où ils travaillent. Je pense que c'est assez simple. Parce que les terroristes aussi profitent un peu de ces outils-là aussi, les explosifs et tout. On ne peut pas les nier. On peut pas les nier parce que bon, les explosifs, souvent, ça arrive. Les gens, en tout cas selon les dires, selon même certains militaires, ils les utilisent, on ne peut pas les nier. Et c'est regrettable. Mais je pense que si tout cela est encadré, ça permet au secteur-là, en tout cas, d'être résilient au phénomène-là. Et bon, nous permettre également de continuer de travailler. On continue avec vos doléances, donc encadrer mieux l'utilisation des explosifs. Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi encore pour mieux travailler? On a parlé des zones d'exploitation minière artisanale. L'État doit s'impliquer davantage pour que les artisans miniers puissent se retrouver en coopérative, pour qu'ils puissent bénéficier des subventions, des prêts, pour pouvoir vraiment développer ce travail-là. L'autre aspect également, pour les collecteurs, nous demandons que la loi 028 soit relue. Parce que quand vous la lisez, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Parce que les collecteurs, bon, vous êtes identifié comme collecteur. Vous avez un registre d'enregistrement de vos sorties et vos entrées de l'or. Bon, vous faites une petite rature, vous avez la bénaf dans votre dos. Donc, effectivement, tous ces problèmes-là contraignent les artisans miniers à ne pas pouvoir s'épanouir normalement. Donc, je pense que si l'État arrive à gérer tout cela et s'impliquer effectivement qu'avec les producteurs terriens, les gens puissent avoir les documents officiels rapidement, les artisans miniers sont identifiés, ils ont des zones d'exploitation. En tout cas, je pense que ça va permettre beaucoup aux artisans miniers de se développer. D'accord. Et également des services sociaux de base. Vous pouvez prendre un site où il y a par exemple 7000 artisans miniers. Même pas un petit dispensaire où on peut faire un pansement s'il y a blessure. Je pense que l'État pourrait penser à ça. Les sites miniers qui sont viables pendant longtemps, au moins un centre de santé à côté, qui puisse quand même donner des soins primaires s'il y a une difficulté avant que la personne atteigne un grand centre. On a parlé de la présence des enfants. Pourquoi pas des écoles mobiles au niveau de certains sites qui est interdit aussi, la présence des enfants sur les sites. C'est interdit, mais si les parents vivent là-bas, la maman est là-bas, le papa est là-bas, ils vont envoyer leurs enfants où? Mais s'il y a une école mobile, c'est un conteneur ou c'est une école, on affecte un enseignant, les enfants peuvent continuer toujours. Donc il faudra qu'on pense à tout cela pour que les artisans miniers puissent continuer de travailler en préservant également l'avenir des enfants. C'est interdit. Nous-mêmes, nous déconseillons cela. Que les enfants travaillent sur ces sites-là surtout. Voilà, qu'ils travaillent. Monsieur Kindo, vous voulez ajouter quelque chose? Il a résumé. Il a résumé, mais je vais ajouter un peu. Bon, c'est qu'il a dit que vous avez dit qu'on a interdit les enfants sur les sites miniers. Pour le travail. Voilà, on n'a pas interdit. On a interdit le travail des enfants. Si on a ajouté aussi le travail pénible des femmes. Voilà, on a ajouté ça aussi. Mais je vais revenir un peu. Je ne vois pas vraiment très bien les documents sur ce qu'il a parlé ce que le EG a parlé de la loi 028 de 2017, si j'ai la bonne mémoire, portant sur la commercialisation de l'or et des métaux précieux au Burkina Faso. Voilà, il y a une réaction ou bien un exercice de la BENAF, en tout cas, qui met en péril l'activité des artisans miniers, à savoir les collecteurs. Donc, les articles, je ne vois pas je ne sais pas ce que les articles parlent, mais au moins, vous, madame, par exemple, vous êtes collecteur, je vais vous donner une somme de 20 millions à garder, puisque, je suis en Brouche, et si la BENAF vient vous trouver, que vous êtes collecteur, à moindre erreur, il ramasse tout, voilà, ce que vous avez dans votre bureau avec l'or, tout, sans demander cette somme, ça appartient à qui, c'est l'argent de quoi. Et je crois que même si je vais revoir la signification de la BENAF, je crois que c'est la brigade antifraude de l'or et des métaux précieux et non pas brigade antifraude des capitaux ou de l'argent. Voilà, donc là-bas aussi, voilà, ils font leur exercice là d'une manière sévère. Donc voilà pourquoi nous, les artisans miniers, on souhaite à ce que le code minier soit relis, voilà, pour faciliter les artisans miniers
à bien travailler sur toutes les talents du territoire national, puisque voilà, ils ont un rôle très important dans le développement socio-économique. Merci. On me signale que notre temps est terminé. Bon, j'espère qu'on a parlé un peu de la grande partie de vos problèmes et que, en termes de solutions, ce que vous proposez aussi, on va pouvoir résoudre un certain nombre. En tout cas, merci beaucoup. Oui, merci d'être passé. Merci, monsieur Dera. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions pour l'occasion qui nous a été offerte. Je rappelle que nous étions avec la Fédération des associations des milliers artisanaux du Burkina. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. La télévision des nouvelles idées. Nous poursuivons l'aventure du jour et cette fois-ci on parle photographie avec un grand photographe sur ce plateau. Paparazzi, c'est comme ça qu'on l'appelle un peu dans le domaine. Mais à l'état civil, c'est monsieur Ibrahim Nichaman. Donc c'est Nikiama, mais Nikiama écrit Nichaman. Donc Paparazzi, bonjour. Bonjour madame, comment vous allez? Ça va bien. Merci. Bienvenue sur ce plateau, bienvenue voilà, chez vous, à la maison. Merci. Paparazzi, très connu. Qui est-ce que Paparazzi n'a pas photographié au Burkina? C'est rare, beaucoup. Parce beaucoup. que les autorités... Oui, les autorités... Des présidents... Oui. Oui, c'est sûr. Et puis, on a vu Paparazzi dans des... Voilà, en tant que photographe des séries, des grandes séries comme Super Flic, L'œil du cyclone, comme, des films comme L'œil du cyclone, Trois femmes, un village, Trois hommes, un village. Et caméraman de Jovial Production, non? Non, photographe plateau, du enfin, photographe. Sinon photographe titulaire de la célèbre comédienne, productrice, Madame Glé Kadi, connue sous le nom de Kadi Zoli. Voilà. En tout cas, photographe professionnel, c'est comme ça. Hein. Photographe professionnel, reporter, et puis photographe de cinéma, fondateur aujourd'hui de l'association Pixel 24. On a une formation à venir, on en parlera tout à l'heure. Paparazzi, l'amour avec la photographie, c'est depuis quelle année? Bon, l'amour avec la photographie, c'est peut dire que ça date. Hein. C'est depuis dans les années, j'allais dire 80. Donc c'est quoi? C'est une quarantaine d'années? Bon, dans la famille, il faut dire qu'il existe des photographes. Je le regrettais, mon grand frère Adama Nikiema, en Côte d'Ivoire, qui était photographe. Et par la suite, comme la petite vient en mangeant, le côtoyant, et ainsi de suite, j'ai eu la chance d'aller me former dans les écoles de photographie. Et par la suite, je suis revenu encore en Côte d'Ivoire pour exercer le métier tant aimé. Et puis, de fil à l'aiguille, je me suis retrouvé dans mon pays natal, qui est le Burkina Faso, depuis la Cannes 98 qui a été jouée ici au Burkina Faso. Et après, quand je suis reparti en Côte d'Ivoire, je me suis dit, bon, attends, le paysage photographique ici, je pense que je peux me frayer un petit chemin et puis faire mon chemin de ce quoi. Donc c'est comme ça que je suis venu, je suis resté. Et puis après, on a senti que le terrain, j'allais dire, un peu vierge, et nous avons pensé à créer une structure associative qui s'appelle Pixel 24, qui a été créée, n'est-ce pas, en 2013. Il faut dire qu'elle est née à l'initiative des photographes africains, notamment des Burkinabés, comme nous, qui a senti, n'est-ce pas, la nécessité de partager leur savoir-faire avec les photographes du monde entier et ceux du Burkina Faso, voilà, notamment du Burkina Faso. Et cette envie de partager, d'autre part, c'est d'abord de dynamiser le métier du photographe au Burkina afin de mieux l'exporter au-delà de nos frontières. Donc, il faut dire que c'est une structure associative, une organisation à but non lucratif et qui fait la promotion, qui a eu le courage de toucher là où il fallait, donc faire la promotion des arts visuels, audiovisuels et notamment la photographie. D'accord. Et aussi faire, n'est-ce pas,
la formation, notre cheval de bataille, d'où l'organisation de ces différents et la prochaine formation, donc c'est pour bientôt. On donnera les détails tout à l'heure. Paparazzi, mais vous avez dit, quand vous êtes arrivé en 92, vous avez vu que c'était... 98. 98, du moins, ça c'était... L'univers photographique au Burkina, c'était voilà, un peu vierge. Il fallait tâter le terrain, il fallait s'imposer et puis voilà, inviter les gens à venir. Un peu vierge, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de photographes. Il y en avait certes. Mais il faut reconnaître, pour avoir le courage de le dire, c'est avec l'arrivée de sa diaspora que ça s'est accentué. Que ça s'est Mais aujourd'hui, moi, le constat que je fais aujourd'hui, c'est qu'il y a une jeunesse qui s'intéresse beaucoup à la photographie. Bien sûr, oui, c'est le constat que vous faites et en termes de qualité aussi. Un constat positif, parce qu'il faut dire que tout cela est venu de cette initiative de former les photographes, les jeunes photographes, de façon modulaire, c'est-à-dire on fait des formations modulaires dans des domaines précis et d'autres techniques que si le temps nous permet, on va peut-être les égrener. Donc, c'est simple. Si vous formez quelqu'un et qu'il y a une suivi, il n'y a pas de raison que la personne ne s'épanouisse pas dans ce métier. D'accord. Donc, c'est pourquoi je pense que l'engouement est venu du fait que, avec l'arrivée de la diaspora burkinabé, ils ont eu des initiatives louables, telles que la photographie, c'est que beaucoup appellent aujourd'hui le shooting. Oui. Ça n'existait pas. C'est vrai, voilà. Parce que maintenant, il y a les shootings qui nourrit bien son nom, pas les débutants, mais je vais dire, il y a ces jeunes-là qui arrivent à s'en sortir, à se nourrir. Qui créent des entreprises de photographie actuellement. Qui créent de l'emploi. Donc, tout ça, je pense que c'est suite à la formation adéquate que nous donnons à ces jeunes-là, qui leur permet d'exercer le métier-là dans la joie, dans la gaieté, et s'épanouir et nourrir son homme. D'accord. Paparazzi, parlons justement de formation. La prochaine à venir, c'est pour bientôt. La prochaine formation, il faut dire que c'est des formations modulaires que nous organisons pour que, on rappelle, Pixel 24 a un événement qui s'appelle Focal d'Afrique, rencontre internationale de la photographie de Ouagadougou. Et ces rencontres-là consistent à faire venir, comme je le disais tantôt dans la présentation de Pixel 24, permettre aux photographes de se côtoyer, de se frotter, d'échanger. Donc nous avons créé Focal d'Afrique, qui sont les rencontres internationales de la photographie. Il y a eu la dernière édition tout récemment, le 4 décembre passé en 2023. Et cela permet, n'est-ce pas, aux photographes burkinabés et d'ailleurs de se rencontrer et de partager et discuter les problématiques de la photographie, du métier de photographe. Donc, en prélude de cet événement-là, nous organisons des sessions modulaires. Okay. Donc, ces sessions-là, chaque année, en prélude des deux éditions, c'est-à-dire Focal d'Afrique 2003, on attend Focal d'Afrique 2024. Qu'est-ce que nous faisons en prélude pour permettre la photographie de mieux le redynamiser, j'allais dire. Donc, en organisant ces modules de formation-là, on a des renforcements des capacités, en technique de prise, renforcement des capacités de technique de prise, les créations photographiques d'art et bien d'autres modules que nous enseignons aux apprenants. Donc cette première session 2024 va consister, n'est-ce pas, permettez-moi, d'avoir 4 modules. Et la maîtrise de l'appareil photo, renforcement la maîtrise de l'appareil photo numérique. Donc deuxièmement, c'est le renforcement des capacités en technique de prise, comme je le disais tantôt, et les retouches photo sur Photoshop. Parce que on parlait du shooting tout à l'heure. Si vous faites la photo, il y a ce que souvent nous appelons les parasites sur la photo. Donc avec l'appareil photo, vous ne pouvez pas corriger ces photos-là. Donc il faut aller en post-production
où on a maintenant le concours, le concours de ces logiciels-là, sont les Photoshop dans l'ordinateur, dans la machine c'est en post-production, et vous retouchez, vous corrigez, peut-être que quand on prenait la photo lors du shooting, il y a eu le débordement de rouge à lèvres ou la tête un peu moins. Donc en post-production avec Photoshop, vous pouvez corriger. Donc on faut apprendre ça. Voilà, on va leur permettre d'apprendre ça. Et puis maintenant, et si le temps nous permet, on va avoir la création en photographie d'art. Il y a une autre chose de la photographie contemporaine. Voilà, entendez photographie de maintenant. Donc, voilà, ça n'a rien à voir avec attention près comme on le faisait au temps jadis. Donc, du coup, on a les 4 modules, la maîtrise de l'appareil photo, renforcement des capacités en technique de prise, retouche Photoshop, création en photographie d'art. Et tout ça, ça va durer une semaine, c'est du 13 au 20 au 20 mars. Voilà, du 13 au 20 mars. Et nous demandons à tous ces photographes-là qui prendront part à cet atelier-là, si possible, de venir avec leurs propres appareils. Sinon, au sein de la structure associative que nous dirigeons, nous avons des appareils que nous pouvons donner aux apprenants de manipuler. Mais il est toujours bon d'avoir son propre appareil. Comme ça, si on vous apprend à manipuler l'appareil, arriver à la maison, c'est encore mieux. Vous comprenez mieux. Parce que la photographie, c'est quand même complexe. Plus vous travaillez sur un appareil, plus vous comprenez beaucoup mieux et vous avancez plus vite. Moins vous n'utilisez pas, vous ne manipulez pas l'appareil, vous oubliez. C'est comme un permis de conduire. Vous êtes à l'école, on vous a appris le code, la route, vous arrivez à la maison, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez que votre permis. Donc à un moment donné, on vous donne la voiture, vous oubliez où se trouve la pédale. Donc l'idée aujourd'hui, Paparazzi, c'est que la formation c'est en mars, mais on peut s'inscrire déjà. Oui, les inscriptions sont ouvertes depuis le 10. Donc nous sommes basés à l'espace culturel Napambeo. C'est là-bas qu'aura lieu la formation. Oui, c'est là-bas qu'aura lieu la formation. L'espace culturel Napambeo est situé à Goumé, non loin de l'église catholique Saint-Pierre. Voilà, c'est résidence Napambeo, toute personne qui demande résidence Napambeo. C'est derrière la rue des Récréatrons. Voilà, derrière la rue des Récréatrons. Voilà. Donc c'est facile, donc les inscriptions sont ouvertes. C'est 26 500. 26 500 pourquoi il y a les pauses café, il y a les manuels académiques à trouver tels que et puis les attestations. Il y a plein de choses que nous avons prévues. Donc, même si on prend, par exemple, 1000 francs par jour pour le café de tout un chacun, je pense qu'une semaine, là, ça ne fait pas 26 000. Il y a les attestations. Donc, 26 500, c'est juste une contribution. Comme je le disais tantôt, l'association Pixel 24 est une structure associative qui fonctionne à but non lucratif. En termes clairs, ce n'est pas pour chercher de l'argent, mais c'est pour donner une bonne formation adéquate à ces jeunes photographes et même les photographes professionnels de venir se perfectionner et avoir des comme nous les appelons, renforcement des capacités. Encore renforcer ses connaissances en matière de la photographie. Donc, ce n'est pas pour chercher l'argent. Et même s'il faut chercher de l'argent, l'association vit, ce sont les activités de l'association qui permettent à l'association de vivre et de fonctionner normalement. Alors, Paparazzi, on va laisser des contacts parce qu'on me signale que le temps est terminé. Voilà, et nous avons un contact WhatsApp qui est le 58 49 89 76. On revient sur l'affiche parce qu'il y a les contacts là-bas. Donc, voilà, 58 49 89 76 qui est le WhatsApp et on peut recevoir aussi des appels là-dessus et aussi le 64 00 0909. C'est 64 00 0909, voilà, pour parler d'argent. Si vous voulez vous inscrire et que vous êtes loin, vous pouvez envoyer l'argent là.
à ce numéro-là, Voilà. qui est un numéro Orange Money. D'accord. Cet argent-là qui va vous permettre d'avoir vos cafés, vos attestations et bien d'autres avantages que nous ne pourrons pas citer beaucoup, ici. Paparazzi. Le temps est terminé. Merci et puis, beaucoup voilà, et merci à tout le monde et merci à toi, madame. Merci beaucoup. Et que Dieu bénisse Amen. le groupe Savane Média. Amen. On aura d'autres occasions puisque la formation ça commence le 13 mars. Ouais. On verra la possibilité de recevoir encore Paparazzi. Merci donc, d'avance. allez-y vous inscrire à l'espace Napam Bureau, donc à Gouné, pour participer à la formation en photographie donc du 13 au 20 mars prochain avec Merci. Paparazzi et son équipe associative, donc Pixel 24. Merci. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Nous, on aura le plaisir de faire des photos chaque fois qu'il passe ici. Merci Il nous fait bien. de magnifiques Merci. photos Merci. qu'on regarde dans nos archives. Merci Donc, bien. merci en tout cas de votre fidélité. Le Merci. rendez-vous est pris pour demain, vendredi, pour d'autres aventures. Merci beaucoup, Bonjour, madame. face au Alecus. Et bonjour bien.